Bonjour et bienvenue à tous dans Smart Tech que vous regardez sur Bismart à 11h sur la télé et que vous pouvez retrouver à n'importe quelle heure sur les réseaux sociaux et sur le web. Alors le vendredi, vous le savez, est dédié à deux grands rendez-vous. D'abord un grand entretien et ensuite le grand rendez-vous dans l'espace. Mon invitée aujourd'hui, c'est une innovation qu'elle incarne elle-même. Elle a créé un modèle de fonds d'investissement qui n'existait pas jusqu'ici, ni en France, ni en Europe, avec des objectifs de rendement évidemment pour le marché, mais pas seulement, également pour la société, l'humanité et la planète. Alors elle a travaillé pendant 7 ans, seule, face au cynisme, pour donner vie à ce premier fonds à impact social et environnemental. Aujourd'hui, on la célèbre comme une pionnière, un modèle à suivre, une dirigeante aux convictions aussi fortes que communicatives. Vous le verrez dans la grande interview donc, de Fanny Picard, fondatrice et dirigeante du fonds Alter Equity. Et puis, je vous le disais, dans Smart Tech, on terminera aujourd'hui avec le grand rendez-vous dans l'espace qui est dédié aux expériences scientifiques qui sont menées à l'ISS, au sein de l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Mais donc, tout de suite, place à la grande interview responsable. Je suis donc en compagnie de Fanny Picard, qui est la fondatrice et dirigeante d'Alter Equity, qui rassemble désormais deux fonds qu'on dit à impact. Bonjour Fanny Picard, merci beaucoup d'être avec nous. Je suis honorée de votre présence. J'aimerais tellement raconter votre histoire que vous m'avez raconté vous-même en préparant cette émission. Mais d'abord, je voudrais qu'on comprenne de quoi on parle quand on parle d'un fonds à impact. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bonjour Delphine Sabatier, un immense merci de votre invitation. C'est moi qui suis honorée d'être ce matin avec vous. Il est vrai que j'ai été la première en France et en Europe à parler de finance à impact. Et concrètement, chez Alter Equity, nous avons voulu soutenir un capitalisme responsable, utiliser l'investissement pour investir dans des projets à impact pour l'intérêt général dans sa double dimension sociale et environnementale. Concrètement, nous investissons dans des entreprises qui permettent la transition vers une société plus durable et plus humaine, en investissant dans des entreprises qui, par leur activité, sont utiles aux personnes ou à l'environnement. Donc l'idée, c'est de démontrer, ce que vous faites désormais chaque jour, c'est de démontrer qu'on peut être dans une économie de croissance et en même temps utile autour de soi, à la société, aux gens qui travaillent dans son entreprise, mais à la société dans son ensemble, et même à l'environnement. Et ça n'existait pas du tout avant 2007 ? Ça n'existait pas du tout. Les fonds dans le non coté, nous sommes un fonds investissant dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse, étaient parfois intéressés par des questions clean tech, des questions environnementales, et d'autres fois intéressés par des questions sociales, mais il n'existait aucun fonds qui s'intéressait à la fois à des sujets sociaux et environnementaux. Il n'existait aucun fonds qui s'intéressait aux pratiques de gestion des entreprises, parce que la deuxième condition de notre investissement, c'est que l'entreprise s'engage à progresser dans ses pratiques de gestion vers plus de responsabilité sociale et environnementale, en s'engageant dans un plan d'action en termes de RSE. Et la troisième dimension, et comme vous l'évoquez, c'est que le projet soit rentable, que nous puissions rémunérer le risque pris par nos souscripteurs. Alors ça semble quand même, ça fait un ensemble de contraintes qui sont assez énormes. La genèse du projet, au départ, vous vous dites c'est possible dès le départ ? Comment naît cette réflexion autour de la création d'un fonds d'investissement ? C'est-à-dire vous êtes dans la finance, dans la rémunération des souscripteurs, et vous vous dites c'est possible de mettre toute cette énergie capitalistique au service de la planète et de la société. Dès le départ, vous y croyez ? Alors, ça a été un très long chemin avec beaucoup d'itérations. Et au départ, je pensais que nos souscripteurs se satisferaient d'un impact positif sur la société et accepteraient un rendement financier inférieur à celui des fonds classiques. En fait, j'ai eu énormément de mal à lever notre premier fonds. On était trop tôt. Les investisseurs ne voulaient pas de ce type de produit et nous disaient « Puisque vous voulez être responsable, vous serez nécessairement moins rentable que les autres fonds. Alors bravo pour ce projet, mais malheureusement, nous avons besoin de rentabilité sur nos placements et donc nous n'allons pas pouvoir investir dans votre fonds. » C'est-à-dire que là, vous vous êtes confronté à l'innovation, c'est-à-dire vraiment la difficulté d'installer quelque chose qui n'existe pas. Absolument, absolument. On a énormément innové. Parce qu'en plus des deux points que j'évoquais, c'est-à-dire nous intéresser au social et à l'environnemental, nous intéresser à l'activité des entreprises, mais aussi à leurs pratiques de gestion, combiner responsabilité et rendement. Nous avons été le premier fonds
à conditionner la rémunération des dirigeants des participations, ou en tout cas une partie de cette rémunération, la dimension variable, à des résultats de responsabilité sociale et environnementale. Et plus récemment, nous avons été le premier fonds à rendre obligatoire pour les entreprises chez qui nous investissons qu'elles procèdent à un bilan carbone, d'une part, et d'autre part, d'un point de vue social, qu'elles ouvrent leur capital à l'intégralité de leurs salariés, ou en tout cas qu'elles leur donnent accès à la plus-value des actionnaires. Et donc pour ce processus d'innovation, je disais 7 ans seul pour boucler le premier closing, 9 ans pour rassembler les 40 premiers millions d'euros. Faut tenir la distance, il faut avoir des convictions sacrément bien accrochées. Vous m'avez parlé aussi d'une rencontre finalement qui a été assez décisive dans la fabrique du projet avec Alain Grandjean. Alain Grandjean qu'on connaît pour être un proche de Nicolas Hulot. Il fait... Aujourd'hui, il est président même de la fondation Nicolas Hulot. Il est directeur en économie de l'environnement. Qu'est-ce qu'il vous dit à l'époque quand vous le rencontrez ? C'était en 2007 et il m'a permis de comprendre les grands enjeux environnementaux. J'étais une personne très informée, mais j'étais passée complètement à côté de ces sujets. Et j'ai pris conscience, grâce à lui, du dérèglement climatique, de l'épuisement des ressources, de l'épuisement de la biodiversité, des questions de qualité de l'eau, de l'air, des sols, des questions d'accès à l'eau. Et à l'époque, j'étais plus dans une démarche humaniste et je me suis dit, après avoir compris ces éléments grâce à Alain Grandjean, que si on veut faire quelque chose pour l'homme aujourd'hui, il faut s'occuper de l'environnement compte tenu de la gravité de ces enjeux. Donc ça, je dirais, augmenter les valeurs que vous vous êtes imposées et que vous imposez aujourd'hui aux entreprises que vous financez. Absolument. Par ailleurs, Alain Grandjean avait également une réflexion assez profonde sur les questions de capitalisme responsable qui a fait écho avec la mienne. Et donc, l'ensemble de ces éléments ont contribué très largement à la configuration du fonds tel que je vous l'ai présenté. Et vous connaissiez déjà ce métier d'investisseur quand même avant de vous lancer ? Oui, j'avais été directrice des opérations financières, donc des investissements de Wendel, qui est une grosse structure d'investissement en France, qui a pour particularité d'être cotée en bourse, par différence avec la plupart des fonds d'investissement. Mais effectivement, c'était devenu mon métier. Que vous appréciez, mais il vous manquait quoi, cette valeur de sens, c'est ça en fait ? Exactement, le sentiment de l'utilité pour la société. Alors, comme on est dans Smartech, je vais vous poser cette question. Est-ce que dans ces projets donc, qui doivent apporter une transition, une transformation finalement du monde, est-ce que la technologie prend une part importante ? Est-ce que ça fait partie des solutions qui permettent d'aller vers un mieux social et environnemental ? Oui, bien sûr. La technologie permettra des sauts, des accélérations. On en a absolument besoin. Mais notre fonds n'est pas spécialisé dans ce qu'on appelle la tech. Oui. Nous avons aujourd'hui, sur 6 investissements de notre deuxième fonds que nous sommes en train de déployer, 5 entreprises qui sont des entreprises tech. Donc c'est l'essentiel de nos investissements. Mais nous n'avons pas voulu prendre l'engagement d'investir exclusivement dans la tech, car il nous semble qu'il y a un certain nombre de projets qui ne sont pas tech, mais qui sont également utiles à la société. Alors on va découvrir des projets alors, que vous financez. On a retenu notamment Murphy qui donc s'engage à réparer votre gros électroménager. Absolument. À allonger sa durée de vie finalement. Exactement. Si votre four, votre congélateur, votre réfrigérateur, votre machine à laver tombe en panne et n'est plus sous garantie, il faut appeler Murphy qui, pour 85 €, enverra un réparateur, ce sont plutôt des hommes pour le moment, qui viendra le nombre de fois nécessaire pour réparer votre gros électroménager. Et alors, s'il faut recourir à des pièces détachées, le coût sera en plus. Et si le réparateur ne parvient pas à réparer votre panne, eh bien, ces 85 € se transforment en bon d'achat pour acquérir un bien équivalent ou un autre bien d'ailleurs, reconditionné, réparé par leurs ouvriers dans leurs ateliers. Alors ça répond à une tendance très importante, et notamment dans la tech aussi, sur les indices de réparabilité qui s'imposent petit à petit. Autre entreprise que vous soutenez, c'est Keeply. Absolument, qui commercialise un matelas en latex bio, ce qui évite le polyuréthane des mousses des matelas conventionnels, dans lesquels nous avons appris qu'il y a très souvent des perturbateurs endocriniens. Et d'autre part, dans un certain nombre de matelas à mémoire de forme, il y a dans un certain nombre de cas, des composés organiques volatiles cancérigènes. Donc le matelas Keeply, c'est non seulement mieux pour l'environnement, en évitant toute l'énergie nécessaire pour fabriquer les mousses en polyuréthane des matelas conventionnels, mais également c'est bien meilleur pour votre santé et celle de vos enfants ou de votre famille.
Et puis il y a la question de la transition de l'agriculture, qui fait partie des enjeux majeurs aussi de ce siècle. Majeur. L'agriculture, c'est le 3e poste d'émissions de gaz à effet de serre en France et dans le monde. Effectivement, nous avons investi au capital de Mimosa. Mimosa est une plateforme de crowdfunding qui organise le financement de la transition au bio des agriculteurs, de petites structures agroalimentaires, de production d'énergie renouvelable, notamment par les agriculteurs. Donc un gros impact pour la transition agricole. Et transition énergétique aussi. Vous répondez à cet enjeu? Absolument. Nous avons investi dans ILEC, qui est le leader en France de la distribution d'électricité et de biogaz 100% renouvelable. Alors c'est le leader parce qu'on inclut le biogaz. En électricité, il y a des opérateurs qui sont un petit peu plus importants. Mais c'est un des très rares opérateurs à s'approvisionner auprès de producteurs d'énergie renouvelable et non pas sur le marché, ce qui, sans entrer dans les détails, garantit à la fois la vraie origine renouvelable de l'électricité et du biogaz commercialisé, et aussi la capacité des producteurs, ayant connaissance à l'avance du volume d'achat et du prix d'achat de leur électricité ou de leur biogaz, ça leur donne la capacité d'investir puisqu'ils savent sur quel volume et prix ils vont pouvoir amortir leurs investissements. Donc ça aide réellement au développement d'infrastructures d'énergie renouvelable et donc à la transition énergétique. Alors quand on voit ces projets, effectivement, on se dit ça, ce sont de très belles initiatives, de très belles intentions, mais est-ce que ça apporte une rentabilité économique? Parce que vous êtes un fonds d'investissement. Est-ce que vous démontrez effectivement que rentable, responsable, c'est possible, c'est compatible? Et est-ce qu'on vous suit aujourd'hui? Oui, alors on ne nous suivait pas du tout au départ, mais aujourd'hui on nous suit. Ça a été démontré par un certain nombre d'autres critères et notamment l'indice MSCI qui, dans sa partie responsable, est plus rentable sur moyenne période aujourd'hui que le MSCI conventionnel. Donc, on arrive à démontrer que les fonds ISR sont plus rentables que les fonds non ISR. Et en tout cas, à notre mesure, c'est notre cas. Et ISR, c'est socio-responsable. Oui, investissement socialement responsable. Il s'agit plutôt d'entreprises, on parle plutôt là d'entreprises cotées en bourse, mais ça a le mérite de donner accès à des informations qui sont disponibles plus facilement et plus transparentes que les informations qui concernent les investissements non cotés en bourse. Mais un chiffre qui me semble très illustratif, c'est que les entreprises de notre portefeuille, du portefeuille de notre deuxième fonds, l'année dernière, en 2020, malgré la crise sanitaire, ont généré une croissance moyenne de 95%. Donc vous voyez que ce sont des entreprises qui vont très bien, qui se développent très vite, et cette croissance, évidemment, est génératrice de valeur. Et comment est-ce qu'on mesure? Est-ce que vous avez des indicateurs spécifiques, des outils peut-être qui vous permettent de mesurer si effectivement il y a une utilité sociale, environnementale avérée dans l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise? Alors, nous sommes extrêmement rigoureux dans nos critères d'investissement pour ne soutenir que des entreprises qui, effectivement, ont un impact social ou environnemental. Et par ailleurs, et c'est très important, limitent de la façon la plus importante possible, ou en tout cas de façon très importante, ce que l'on appelle les externalités négatives. Oui. C'est-à-dire d'autres pollutions que celles qui sont peut-être évitées par leur business model. Et puis, d'autres impacts négatifs sur les salariés, sur leurs consommateurs, leurs fournisseurs, leurs parties prenantes. Vous avez ça, nous le mesurons d'un ensemble de critères. Alors, nous avons 2 niveaux de critères. D'abord, nous mesurons l'impact de l'activité avec 1 ou 2 critères clés. Et par exemple, avec notre premier fonds, nous avons investi dans une société qui s'appelle Open Airlines, qui a développé un logiciel d'écopilotage qui permet d'économiser 2 à 5% de kérosène par vol, qui est le leader mondial dans cette activité, et qui a permis, avec les autres entreprises de notre portefeuille, d'éviter l'émission de 2,4 millions de tonnes de CO2 depuis notre investissement. Et 2,4 millions de tonnes de CO2, c'est colossal, puisque la France émet par an 450 millions de tonnes de CO2 en net de ce qui est absorbé par les forêts, les océans, etc. Donc ça veut dire qu'avec notre
petits fonds, nos 2 petits fonds, nos 150 millions d'euros sous gestion, eh bien, nous avons permis d'éviter l'équivalent de 0,5% des émissions annuelles de la France. C'est l'ensemble de la France. Oui, c'est colossal. Et alors, est-ce que vous avez l'oreille justement du politique ? On entre en pleine campagne électorale. Est-ce que ces sujets, vous arrivez à les porter jusqu'aux politiques ? Oui, nous avons un soutien du gouvernement, notamment d'Olivia Grégoire, secrétaire d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable, qui nous a fait la gentillesse et la grâce d'introduire un de nos webinaires et qui est très active sur le soutien de l'investissement impact et de l'investissement responsable. Vous pensez que ça va faire partie des sujets qui vont être adressés pendant la campagne ? J'en suis sûre. Ouais. Et quel serait celui en particulier qu'il vous semble essentiel aujourd'hui d'aborder pendant cette campagne électorale, que les candidats devraient s'approprier tout de suite ? Il y en a beaucoup. Alain Grandjean, que vous évoquiez tout à l'heure, a élaboré une sorte de pré-programme en 12 points dont le premier, alors je ne vais peut-être pas tous les mentionner, mais le premier concerne la gouvernance gouvernementale sur ces sujets. Et il propose que le Premier ministre rende compte tous les mois de l'action du gouvernement du point de vue de son action climat. Parce qu'il y a un certain nombre de décisions qui ont déjà été prises, mais qui ensuite n'ont pas fait partie des priorités de mise en œuvre. Donc, un élément de gouvernance. Et puis... mais c'est-à-dire qu'il faut aussi avoir la capacité de cet outil de mesure. Voilà, alors par exemple, dans les éléments de mesure, il propose la mise en place d'un score carbone pour tous les produits et services qui évaluerait l'impact en termes de gaz à effet de serre du produit et du service sur toute sa durée de vie, qui deviendrait obligatoire et qui pourrait permettre, dans un premier temps, d'informer les consommateurs qui y sont sensibles et qui changent leur comportement quand on leur donne l'information. Et puis, dans un deuxième temps, peut-être, de fiscaliser les produits ou services à plus fort score carbone et voire les interdire quand ils ne semblent pas essentiels. Et puis, un certain nombre d'autres propositions, par exemple... Là, vous n'êtes que sur l'environnemental, il y a la partie sociétale aussi. La transformation numérique, nous on en parle beaucoup, a énormément d'impact sur la société et sur l'emploi. Oui, absolument. Je parlais d'éléments liés à l'environnement, ils sont majeurs et ils vont entraîner des conséquences qui seront d'autant plus importantes qu'on tardera à intégrer la gravité des enjeux environnementaux et la nécessité de cette transition dans nos actions. Donc oui, effectivement, il y aura des mesures d'accompagnement social qui seront très 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 importantes et vous avez tout à fait raison, le digital, ça représente 5% des gaz à effet de serre, donc c'est problématique du point de vue de l'environnement, mais c'est un lieu de création d'emplois. D'ailleurs, nous avons investi dans une société qui s'appelle Wild Code School et dont toutes les personnes qui suivent sa formation de développeurs web, de techniciens data, etc., trouvent un job à la sortie de la formation. Donc, le tech, le digital sont des lieux d'émission, il ne faut pas l'oublier, mais aussi de création d'emplois et d'intégration dans la société. Pour une entreprise qui souhaite s'inscrire dans cette nouvelle économie responsable, quelles sont les principales embûches, les pièges ? Sous-estimer les externalités négatives. Toutes les activités professionnelles entraînent des externalités négatives. Un salarié se déplace pour venir sur son lieu de travail. Et ça, c'est toujours émetteur de gaz à effet de serre, même quand il prend un transport en commun. Et puis, voilà, toutes les productions de biens et services entraînent des émissions et un certain nombre éventuellement de prédations sur l'environnement. Donc il faut avoir un regard très large, en fait. Il faut avoir un regard très large et il faut faire attention au lieu de production des objets, il faut faire attention à leur composition, il faut faire attention à la manière dont on se comporte vis-à-vis de ses salariés. C'est une évidence pour moi, mais ça semble l'être moins pour d'autres. Et d'ailleurs, le site Balance ta Startup, qui a été créé récemment, illustre qu'il y a un certain nombre de startups dans lesquelles des pratiques incorrectes vis-à-vis des salariés sont constatées. Donc,
il faut être profondément respectueux dans toutes les dimensions que cela implique, non seulement de l'environnement, mais aussi des personnes, des consommateurs, des fournisseurs, de ces territoires d'implantation, payer ses impôts. Il faut être cohérent. Bon, on arrive à la fin de cette grande interview. Je vais vous poser des questions très rapides. C'est un format interview express. Où vous pouvez répondre de manière beaucoup plus personnelle si vous le souhaitez. Je vais commencer par cette question. Quels sont vos rêves, Fanny Picard ? La paix dans le monde et le bonheur sur Terre. Et vos peurs ? Le dérèglement climatique. Et votre interrogation principale ? Saurons-nous réagir à temps ? Est-ce que vous avez une idée fixe ? Respect. Quelque chose que vous poursuivez en permanence, oui. L'ambition, aller toujours plus loin. Et comment vous imaginez le futur, alors ? Avec une vision plutôt positive ou pessimiste ? Je suis inquiète, mais je pense qu'on a encore les moyens d'éviter une dégradation rapide et forte des conditions de vie sur Terre. Et je pense qu'il faut qu'on s'y attache tous, les consommateurs, les gouvernants et les dirigeants d'entreprise. Et pour vous, la prochaine révolution dans la finance, dans le capitalisme, ce sera quoi ? La pleine conscience et la pleine intégration de ces enjeux. C'est en train de se passer, mais pour le moment, on est encore trop sur les mots, pas assez sur les actions. Mais ça s'accélérera. Et vous, dans 5 ans, vous savez où vous serez, ce que vous ferez ? Je crois que je continuerai de diriger Alter Equity en essayant d'en faire une plateforme importante sur ces sujets de transition environnementale et sociale qui continueront de porter des enjeux. Merci beaucoup Fanny Picard pour ce que vous faites. Vous êtes fondatrice et dirigeante du fonds Alter Equity, donc un fonds à impact. Merci à tous de nous avoir suivis. À suivre, c'est le grand rendez-vous dans l'espace. Moi, je vous retrouve lundi pour de nouvelles discussions sur la tech. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space, votre rendez-vous hebdomadaire dédié au secteur spatial. Et aujourd'hui, direction l'ISS, la Station Spatiale Internationale en orbite autour de la Terre est un véritable laboratoire scientifique. Alors on va en parler aujourd'hui avec nos invités. En plateau, Étienne Parizeau, professeur à l'Université de Paris au laboratoire Astroparticules et Cosmologie. Et vous menez actuellement, vous coordonnez même une expérience dans l'ISS. On va y revenir tout à l'heure, une expérience dans le cadre d'une collaboration scientifique internationale. Bienvenue sur le plateau. Bonjour. Alors avec nous également, mais depuis Toulouse, Rémi Canton, responsable du CADMOS et de la mission Alpha au sein du CNES. C'est vous qui coordonnez les recherches scientifiques qui sont menées dans l'ISS, la Station Spatiale Internationale, pour le compte du CNES. Bienvenue avec nous sur le plateau de Smart Space. Bonjour à tous. Alors pourquoi on effectue dans l'espace des expériences scientifiques ? Alors en fait, ce qu'on cherche dans l'espace, c'est pas tant l'espace en tant que tel, c'est de se retrouver en situation d'impesanteur. Nous, on parle de micro-pesanteur. Et donc la communauté scientifique a besoin d'observer l'inobservable. Et observer l'inobservable, c'est-à-dire justement les forces de gravité sur Terre, masquent des phénomènes physiques parce qu'ils sont mélangés à plein de phénomènes comme la convection thermique, la sédimentation, la poussée d'Archimède. Et donc si on veut observer des phénomènes physiques, chimiques, biologiques, physiologiques, débarrasser en quelque sorte de ces forces extérieures, des effets de la pesanteur plus loin, on a besoin d'utiliser ce laboratoire formidable qu'est la Station Spatiale Internationale pour des durées de phénomènes un peu longs. On a des moyens intermédiaires comme les vols paraboliques qui nous offrent des moments d'impesanteur de 22 secondes. Oui, comme les vols 0G, c'est ça ? Mais si on veut observer quelque chose de plus long, sur le plus long terme, c'est dans la station qu'il faut aller. Et en même temps, on verra sûrement un petit peu après, c'est aussi pour préparer l'exploration. Oui, effectivement. Alors de votre côté, Étienne Parizeau, vous êtes partenaire d'une expérience dans l'ISS autour des particules qui s'appelle GEM-ESO. Qu'est-ce que vous cherchez précisément ? Alors, on cherche à comprendre l'origine de rayons cosmiques, en particulier des rayons cosmiques d'ultra haute énergie. On les appelle comme ça parce qu'ils ont une énergie absolument colossale. Donc, les rayons cosmiques sont des particules énergétiques, des noyaux d'atomes qui peuvent avoir des énergies très variées jusqu'à les énergies folles correspondant à une balle de tennis à 150 km/h, par exemple, dans un noyau d'atomes. Ouais. Et on ne connaît pas trop l'origine de ces particules et on cherche à les comprendre.
Qu'est-ce que ça peut nous apporter comme réponse derrière, pour qu'on comprenne un peu l'enjeu de ces recherches-là pour le grand public? Alors, les rayons cosmiques, en fait, sont un des éléments clés de ce qu'on peut appeler l'écologie galactique. C'est-à-dire, on se représente en général le cosmos comme des étoiles, mais une galaxie, c'est bien plus que des étoiles. Il y a énormément de choses qui se passent. Il y a toute une écologie. Il y a du gaz, il y a du champ magnétique, et puis il y a des rayons cosmiques, et puis il y a tout un tas de processus chimiques, etc. Et les rayons cosmiques, ces particules énergétiques, régulent tout un tas de processus, y compris la formation d'étoiles, y compris la fabrication de certains noyaux. Bref, c'est un enjeu majeur de comprendre la façon dont fonctionne une galaxie, mais aussi du coup d'où viennent ces particules qui ont un rôle si important. On va encore chercher l'origine de l'univers finalement, d'une certaine façon. Oui, tout cas, oui. L'origine aussi, notre propre origine aussi, parce que ces rayons cosmiques interviennent dans la fabrication de certains noyaux, par exemple le lithium, le beryllium et le bore qu'on retrouve sur Terre, et dont la seule origine est en fait ce rayonnement cosmique. Alors, ce qui vous intéresse, vous, dans l'ISS, c'est pas tant l'absence de gravité que l'absence d'atmosphère. Oui, alors, absolument. Pour les astronomes, évidemment, l'atmosphère est un écran. Et l'atmosphère absorbe certains rayonnements. Et il est important de sortir de l'atmosphère pour pouvoir voir directement le ciel. Alors, en l'occurrence, l'expérience GEMESO et quelque chose d'un peu différent, un concept différent. Nous, en fait, on va se servir de l'atmosphère comme véritable détecteur. Ces particules énergétiques, quand elles arrivent dans l'atmosphère, elles ont tellement d'énergie qu'elles peuvent produire des particules secondaires, qui elles-mêmes en ont encore tellement d'énergie qu'elles peuvent produire encore des particules secondaires, et ainsi de suite. Et une particule initiale peut conduire à la production de centaines de milliards de particules secondaires qui vont traverser l'atmosphère. Et dans l'atmosphère, elles vont exciter des molécules qui ensuite, en se désexcitant, vont émettre de la lumière. Donc, et c'est cette lumière qu'on voit. D'accord, l'atmosphère va servir de témoin du passage de ces particules. L'atmosphère révèle la présence de ces particules, l'arrivée de ces particules, et nous, on se met dans l'espace pour prendre du recul et regarder l'atmosphère et voir passer ces traînées lumineuses. Cette interaction. Voilà. Rémi Cantan, outre les particules qui sont un sujet passionnant, quels domaines de recherche sont concernés par la mission Alpha? Parce qu'il faut préciser que l'un des objectifs de la mission Alpha de Thomas Pesquet dans l'ISS, c'est aussi d'opérer ces expériences scientifiques, celles qui font partie du CNES. Il y en a une vingtaine, arrêtez-moi si je me trompe, et donc il y a ce sujet des particules qui est une collaboration extérieure au CADMOS. Mais que fait-on au CADMOS ? Alors en fait, on répond à la demande de la communauté scientifique, des chercheurs, et quel que soit le domaine. Donc effectivement, là, comme le parlait Étienne, il y a des expériences qui sont à l'extérieur de la station pour être dans le vide. Nous, la plupart des expériences qu'on a, elles sont à l'intérieur de la station. Et donc, on a deux grandes familles au niveau scientifique. C'est ce qu'on appelle les sciences de la matière et les sciences de la vie. Donc, comme je le disais tout à l'heure, là, pour observer différents phénomènes, que ce soit sur le corps humain, que ce soit sur les plantes, sur tout être vivant, mais aussi sur les matériaux, les fluides, etc. Donc, on répond à ces demandes-là. Dans le cadre de la mission Alpha, on a essayé de faire un programme qui est à notre discrétion, c'est la contribution nationale française à la mission ESA, qui est la mission Alpha. Et donc on a fait, par exemple en sciences de la... Je ne vais pas toutes vous les lister, mais au niveau sciences de la matière, on a travaillé sur ce qu'on appelle une pince acoustique, c'est-à-dire être capable de faire léviter des petits objets et de les maintenir à distance sans contact. Alors justement, on n'a pas à lutter contre les effets de la gravité, c'est plus facile qu'à faire sur Terre, donc on peut déplacer des petits objets un petit peu plus lourds. Mais oui, on a toutes ces images en tête, des astronautes qui flottent et qui s'amusent avec des objets, des bulles d'eau. Ils sont jamais très stables. Ils sont jamais très stables, effectivement. Voilà. Et donc, si on veut étudier, par exemple, le phénomène d'évaporation, pour l'instant, une goutte, on est obligé de la poser sur un support. Et donc, il y a des forces de contact et il y a des choses qui vont perturber les choses. Donc, si on peut isoler une sphère d'eau, de quoi que ce soit, et d'étudier uniquement le phénomène d'évaporation, d'un point de vue vraiment physique du terme, ça peut être un outil. Ça peut être également un outil pour déplacer des échantillons sanguins, par exemple, qu'on ne veut pas souiller, ou des échantillons dont on veut se protéger. Il y a pas mal d'applications médicales envisagées, comme être capable d'expulser des calculs rénaux ou faire de la livraison ciblée de médicaments, de particules nanomédicamenteuses, nanoparticules médicamenteuses, à l'intérieur de cellules. Voilà, donc ça, c'est la partie un petit peu sciences de la matière. En sciences de la vie, de manière générale, on étudie le sommeil également, voir si l'effet du confinement et de l'environnement particulier qui est l'impesanteur, ça c'est plus objectif longue durée,
bien au-delà des 6 mois de la mission de la station, voir si les cycles du sommeil sont affectés, la qualité du sommeil, les durées d'endormissement, ce genre de choses. Là, on voit, alors je ne sais pas si c'est peut-être le dosimètre Lumina, ça ressemble, non, c'est un laptop, ça ressemble un petit peu à ça. On étudie aussi les radiations, enfin la mesure des radiations. On a une rupture technologique là pour mesurer les radiations à base de fibres optiques. Ça aussi, c'est dans le cadre de l'exploration. Il va falloir s'en protéger. On parlait de sortir de l'atmosphère, mais on va bientôt sortir aussi de la magnétosphère terrestre. Et là, on sera plus protégé des radiations. Le bouclier magnétique de la Terre nous en protège. Donc, pour s'en protéger, il va falloir être capable de bien les mesurer et que ces mesures-là soient robustes. Donc, c'est ce que va nous permettre notre dosimètre. Et on comprend que c'est donc Thomas Pasquier. On comprend donc que c'est Thomas Pasquier qui fait ces expériences, qui les opère pour vous depuis l'espace. Il les opère. Alors, c'est 12 nouvelles expériences qu'on injecte, entre guillemets, dans la station. Mais je tiens à rappeler que la science est longue, c'est l'éloge de la patience et de la répétition. Donc c'est le premier sujet ou le premier opérateur, suivant qu'il soit cobaye ou opérateur. Et ces expériences, pour celle-là, elles commencent avec lui, mais elles ne termineront pas avec lui. Et pour toutes les autres expériences, parce qu'il en fait à peu près une centaine, un petit peu plus, elles ont commencé bien avant lui et elles finiront bien après lui. Voilà, je voulais juste profiter de l'image qu'on voyait à l'écran. Là, on utilise beaucoup la réalité virtuelle. On le voyait avec un casque de réalité virtuelle. Pour ce qui est neurosciences, parce que le fonctionnement du cerveau est assez fascinant déjà au sol. Et de voir comment il s'adapte dans cet environnement où on sent plus son propre poids, on sent plus vraiment le poids de ses membres. Donc ça affecte tout ce qui est dextérité, ce genre de choses. Et donc, comme ils ont des tâches robotiques à faire, soit pour manipuler le bras robotique à l'extérieur, pour arrimer des différents modules, ou peut-être plus tard, il faudra piloter un rover depuis une orbite lunaire, piloter un rover lui-même posé sur la Lune. Donc, étudier les mécanismes de contrôle que met le cerveau, que met en place le cerveau en termes de coordination main-œil, où est-ce qu'on va chercher l'information, dans quel repère on se repère le mieux, justement, et mettre en place ces postes de pilotage, tout en apprenant aussi d'un point de vue scientifique un peu comment s'adapte le cerveau au cours d'une mission et comment il se remet aussi après la mission. Alors comment elles ruissellent toutes ces expériences sur le monde scientifique, Étienne Parizeau, pour ce qui est de votre secteur? Le fait de développer des expériences pour le spatial impose des contraintes très fortes en fait. D'abord parce que on n'a pas accès à une prise de courant. Alors dans l'ISS, c'est un peu différent et c'est un des atouts de l'ISS, c'est que chaque expérience peut bénéficier des panneaux solaires de l'ISS. Oui. Mais aller dans l'espace, ça impose tout un tas de contraintes, y compris de miniaturisation, de poids. Et aussi de résistance aux rayons cosmiques, justement, qui viennent perturber l'électronique, etc. Donc, ça nous force à faire des innovations technologiques qui, ensuite, évidemment, ont des retombées pour l'ensemble de la technologie. De la Terre. Oui. Bon, il y a l'aspect physique fondamental, compréhension du cosmos. Donc, forcément, quand on comprend mieux les choses, on arrive à mieux... disons... Il y a un aspect aussi philosophique, en fait, dans cette recherche-là. Bien sûr. Indéniable. Ce qui nous pousse, nous, particulièrement en astrophysique ou en physique des particules, c'est de comprendre le cosmos et de comprendre la réalité physique. Donc, c'est un enjeu de connaissance. Mais sur votre question relative à la technologie et aux retombées, c'est évident que il y a des retombées technologiques de la connaissance acquise, mais il y a des retombées technologiques des efforts qu'on fait pour aller chercher la connaissance. C'est un double gain, finalement. Rémi Canton, vous voulez réagir là-dessus ? Avec Étienne, avec le titre que vous mettez dessous, accélérateur scientifique, puisque nous, on ne raisonne pas forcément, enfin, en tous les cas, pas toujours en termes d'application, c'est vraiment en termes de connaissance, de faire un pas de plus à la science pour comprendre, observer, comprendre, modéliser derrière. Et donc, ça va ruisseler derrière, mais avec une constante de temps assez lente, finalement, parce que donc, par exemple, si on parle de la physiologie, on va essayer d'observer sur plusieurs sujets, donc ça va durer longtemps, puisqu'ils sont quand même que 6 ou 7 à bord, donc pour accéder à une valeur statistique, il faut qu'il y ait plusieurs opérateurs. Et puis, c'est juste un maillon pour arriver éventuellement à une conclusion, parce que ce qu'on observe dans la station va être corroboré, complété par des études au sol, pareil aussi avec d'un point de vue statistique un peu plus grand. Et donc, on est un maillon de la chaîne, important, on pense.
mais quelque part comme maillon de la chaîne. Et le temps que ça se décline en traitement médical, une contre-mesure, etc., ça peut prendre du temps et nous, on n'est déjà plus vraiment dans la boucle. Oui. Quelque chose qui est souvent intéressant, et c'est pour ça que je reprends souvent l'expression accélérateur de science, c'est que des fois, c'est un besoin station et qui, en fait, aurait pu être un besoin terrestre, mais personne ne s'est bougé vraiment pour le faire, et donc le besoin station, il est un peu plus urgent. Quand vous dites besoin station, c'est un besoin qui naît de la station spatiale, oui, qui naît dans l'ISS. Exactement. Oui. Je peux donner deux exemples, je vais essayer d'être un peu succinct. Lors de la première mission de Thomas Pesquet, on a développé un échographe téléopéré, parce que les astronautes ne sont pas forcément médecins et encore moins échographistes. Et faire une échographie, c'est déjà compliqué au sol, c'est une spécialité. Donc en plus ce n'est pas votre métier, que vous n'êtes pas forcément entraîné très longtemps dessus et que les organes ne sont pas au même endroit, on le délègue à quelqu'un dont c'est le métier au sol. Donc on a fait des sondes motorisées, et c'est quelqu'un au sol qui fait ça. Donc c'est un échographe miniaturisé, parce qu'on l'a vu tout à l'heure dans la station, c'est très contraignant en termes de volume, de choses. Donc on est allé dans la miniaturisation, dans la simplification. Ben, c'est une ligne de plus dans le catalogue des échographistes aujourd'hui qui peut servir dans les déserts médicaux pour faire de l'échographie à distance. On aurait pu y penser avant ou le faire avant sur Terre. C'est le besoin dans l'ISS, pour le suivi médical des astronautes ou pour le besoin scientifique, qui a nécessité ce besoin. Un autre exemple, on travaille sur ce qu'on appelle l'expérience Matisse, qui s'appelle des surfaces innovantes ou intelligentes. C'est un traitement physique des surfaces qui fait que les bactéries ne vont pas s'accrocher, ne vont pas proliférer en faisant des biofilms. Et ça, c'est un besoin dans la station spatiale, parce qu'il y a des endroits compliqués. Bon, ça, c'est un environnement clos, donc il faut éviter la prolifération de bactéries. Et donc, il y a des endroits qui sont difficiles d'accès pour trivialement le ménage. Oui. Et donc, avec ces parois qui pourraient qui résistent en grosso modo à la corrosion bactérienne, donc c'est un besoin pour l'espace, mais finalement, en premier lieu, ça va nous servir pour la santé publique, pour les poignées de porte dans les hôpitaux, dans les sites publics, les poignées de bus, etc. Donc ça va ruisseler sur des applications terrestres qu'on n'avait pas forcément envisagées au départ, ce n'était pas le but principal. Mais qui vont tous nous concerner. Tout le monde va bénéficier dans tous les domaines. Oui, tout le monde va en bénéficier. Donc si je comprends bien, en fait, l'ISS, c'est un levier dans le développement stratégique ou économique d'un secteur scientifique. À quel moment, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, une expérience dans l'ISS se transforme en produit porté par une start-up ou une entreprise pour une innovation? Alors ça peut être assez long. Je ne peux pas donner ça se compte plutôt en années. Hein, c'est ce que je dis, voilà. Alors on allait assez vite au départ, c'est-à-dire qu'il forcément il y a au tout début de l'ère spatiale, on a appris très très vite beaucoup de choses sur le corps humain, et donc ça peut mettre des choses en place assez vite, par exemple. Aujourd'hui, on n'en est plus, on ne va pas découvrir un organe tout soudainement en orbite, donc on va plutôt travailler avec du matériel plus performant pour des choses un peu plus poussées, de la connaissance fondamentale. Donc ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais un autre exemple là, qui est allé assez rapide, là, je reviens à mon échographe. On pensait donc déjà à l'étape d'après, qui était de faire de la reconnaissance automatique d'organes avec de l'intelligence artificielle, qui est l'étape d'après quand les astronautes seront seuls sur la Lune ou sur Mars, avec un lien un peu plus compliqué avec la Terre. Donc pour faire du machine learning, pour apprendre à notre échographe portatif à reconnaître des organes, on l'a utilisé dans les hôpitaux de Toulouse, et il se trouve que c'était au début de la crise du Covid. Et donc en faisant des échographies comme ça de couloir, plutôt que dans une espèce de bloc vraiment d'échographie, on a pu observer des signatures particulières au niveau des poumons du Covid. Donc ça a permis de faire un peu le tri des patients. Donc cette application-là, elle a été finalement très rapide, mais on doit reconnaître pas voulu, on va dire. Non, Donc, alors, oui. Si je peux me permettre, en fait, on sous-estime souvent l'intérêt de la connaissance pour elle-même. C'est-à-dire, vous connaissez cette fameuse phrase on n'invente pas l'ampoule électrique en cherchant à améliorer la bougie, d'accord ? Et on n'invente pas la diode LED en cherchant à améliorer l'ampoule électrique. C'est-à-dire que quand on fait un pas dans la connaissance, on ouvre des portes absolument nouvelles. Et donc, chercher à comprendre notre cosmos, chercher à comprendre la réalité physique, en soi, c'est un facteur de progrès
y compris technique et technologique, qui vraiment est pas à sous-estimer. Donc, même si, disons, on peut viser... Ce n'est pas l'objectif. La retombée n'est pas l'objectif. C'est ça. C'est la science pour la science. En tout cas, on ne sait pas ce qui va retomber. Mais on sait que quand on va accroître notre connaissance, on va faire un pas majeur pour l'humanité. Bien sûr. Ouais. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On a la privatisation de l'espace aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer pour la Station spatiale internationale, pour les expériences qui sont menées dans la Station spatiale internationale, qui doit fermer ses portes bientôt, hein, on parle de 2030. On ne sait pas, c'est une date qui a été bientôt, ça laisse repoussée. encore un petit peu de temps. Et effectivement, on pense à la suite, on pense à l'après. Donc oui, 2028-2030. Parce que alors il y a beaucoup de facteurs en jeu, hein, il y a des facteurs de politique, nationaux, etc., notamment par le côté américain et côté chinois pour retourner sur la Lune. La science va être opportuniste à ce moment-là pour apprendre aussi des choses une fois par exemple sur la Lune, mais le besoin d'être en impesanteur et donc de tourner en orbite basse autour de la Terre, il va rester. Pour l'instant, la station, on peut penser que la fin de la station, ce sont des problèmes de vieillissement technique, c'est pas vraiment le problème, hein. On parlait des panneaux solaires tout à l'heure, les anciens panneaux, on est en train de les changer. Thomas a fait des sorties extravéhiculaires pour mettre des nouveaux, il y a un nouveau module russe qui était arrivé, donc s'il y a un module qui est défaillant, on l'enlèvera. C'est plus son financement qui va conditionner la durée. Et du coup, on fera où les expériences? Sur la Lunar Gateway, la station orbitale prévue? Du coup, on travaille sur des expériences sur le Gateway, effectivement, pour être en orbite lunaire. Et après, on verra un peu... Donc là, il y aura des choses à faire et en orbite lunaire et sur la surface lunaire. Et on réfléchit aussi, d'un point de vue partenariat public-privé, sur comment prolonger la station pour que ça soit pas entièrement du financement public, parce qu'effectivement, ça coûte, on peut pas forcément lutter sur tous les fronts, mais les agences spatiales continueront à défendre la science. Et s'il y a besoin de rester entre guillemets en orbite terrestre, c'est déjà suffisamment compliqué d'y aller là, donc on n'a pas, pour ces besoins-là, on n'a pas forcément besoin de tourner autour de la Lune. Voilà, ça sera le rôle des agences de travailler à une solution. En collaboration avec le secteur privé pour avoir des prix abordables. Peut-être dire un mot rapide aussi de la collaboration internationale. En soi, c'est très important. Enfin, on a parlé de GEMOSO rapidement, des manips comme AMS ou CALET, etc., qui sont des collaborations internationales extrêmement importantes aussi pour faire travailler les gens ensemble et partager une culture commune. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Étienne Parizeau, pour cette conclusion. C'est très important de le rappeler. Tout ça a lieu grâce à une coopération internationale. Merci. Alors, Étienne Parizeau, professeur à l'Université de Paris au laboratoire astroparticules et cosmologie. Merci à vous également, Rémi Canton, responsable du CADMOS de la mission Alpha également au sein du CNES. C'était la fin de cette émission, la fin aussi de Smart Tech. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission avec Delphine Sabatier. Bon week-end.